À Média en scène, il est de bon ton d'employer des citations d'Antonio Gramsci en ce moment pour décrire ce clair-obscur que nous vivons, d'où sortiraient des monstres. Alors, moi, je préférerais citer Aragon ce soir. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait des loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Tant déraisonnable peut-être que le nôtre, où l'on peut apparemment débattre du rôle de Vichy dans le meurtre des Français juifs, mais où l'on refuse parfois d'autres débats sur les injustices systémiques. Et je ne sais pas trop pour vous, mais moi, de temps en temps, je ne comprends plus rien. Trop d'anathèmes, trop de clashs, trop de tweets, trop d'émissions dégueuloirs, trop de nouvelles catégories aux contours un peu flous. On parle de culture woke, de cancel culture, de féminazie, d'indigéniste, de sichette, de terf. Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus, et pourtant, à l'aube d'une saison présidentielle qui s'annonce assez tendue, nous avons voulu savoir ici, à Média en scène, s'il était encore possible de débattre. Nous avons voulu savoir si des gens qui n'étaient pas d'accord pouvaient encore se parler, ou si, eh bien, au fond, la France était désormais partagée entre des tribus irréconciliables, avec un défi, tenter de faire vivre le débat, peut-être trouver des points d'accord, de désaccord, mais sans trop s'engueuler, et avec deux invités que je remercie beaucoup d'être avec moi ce soir. Titiou Lecoq, vous êtes journaliste, autrice, féministe. Vous venez de publier d'ailleurs Les Grandes Oubliées, qui est un livre qui révèle, ou re-révèle peut-être, ou remet au centre de l'histoire les grandes figures féminines que nous avons oubliées. Richard Malka, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous avez notamment défendu Charlie Hebdo et Mila encore plus récemment. Vous venez de sortir Le droit d'emmerder Dieu, qui est votre plaidoirie prononcée lors des attentats de janvier 2015. Je ne sais pas trop ce qui va se passer ici. Je vous le dis, et je vous le dis à vous aussi qui nous regardez. Sachez que vous faites partie de ce débat. Vous avez la possibilité de nous poser des questions en live. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai 3 tablettes sur les genoux. Comme ça, je saurai éventuellement votre voix. Parlons tout de suite des termes qui semblent délicats à manier. Madame Lecoq, dans un article de janvier 2020, intitulé « Les questions à se poser quand on va cancel quelqu'un », vous nous indiquez les questions à se poser quand on va cancel quelqu'un. Mais c'est quoi la cancel culture? Alors, comme les termes du débat changent très très vite, ça veut déjà plus dire la même chose que ce que ça voulait dire quand j'ai écrit l'article. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Alors, à l'époque, ça voulait dire, en gros, c'était annuler quelqu'un, c'était sur les réseaux sociaux, se dire, bah non, cette personne, je ne veux plus la suivre, je ne veux plus l'entendre, etc. Et souvent, en fait, c'était un déclencheur de cyberharcèlement sur des gens qui pouvaient être plus ou moins anonymes. Donc voilà, donc moi j'ai essayé de décrypter ce côté, le risque de cyberharcèlement qui est quand même d'une violence monstrueuse que ça pouvait engendrer. Maintenant j'ai l'impression que le terme a été récupéré pour dire, par exemple moi m'accuser en tant que féministe de vouloir interdire des expositions, il y aurait des tableaux de Gauguin, ce que je n'ai jamais voulu interdire, mais j'ai l'impression que ça a été récupéré par une partie plutôt de la fachosphère pour en faire un terme qui suggérerait une censure de l'art ou une censure intellectuelle dans laquelle, pour le coup, je ne me reconnais vraiment pas. Maître Malka, est-ce que vous diriez que Mila, elle a été cancel? Je ne sais pas. En tout cas, elle a été cyberharcelée, menacée de mort. Je pense qu'il faut utiliser les bons termes. Voilà, elle a subi une violence insupportable. Elle a subi des délits qui ont été sanctionnés alors qu'elle n'en avait commis aucun. Je ne sais pas ce que c'est très bien la cancel culture. Effectivement, je ne sais pas répondre à votre question en fait. Mais je sais qu'en tout cas, ce qui lui est arrivé est insupportable. Vous dites que ça a évolué, la cancel culture. C'est désormais une sorte d'item qu'on se balance souvent dans des débats politiques qui n'en sont plus. Encore une fois, là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça existe, du coup, si on ne sait pas le définir? Alors, pour moi, en parlant d'un point de vue français,
Parce qu'à chaque fois, on nous répond oui, mais sur un campus américain. Alors, j'en sais rien sur les campus américains. En France, ça n'existe pas. Et vraiment, sur les mouvements féministes, on a été très accusés de pratiquer ça. Pour connaître pas mal de féministes en France, il n'a jamais été question d'annuler quoi que ce soit. Alors je sais que j'ai vu, genre cancel culture, les féministes veulent interdire les contes de fées, La Belle au bois dormant, parce que le baiser a été volé contre le consentement et tout. Et la démarche n'est pas du tout celle-là. La démarche est au contraire de lire le texte, mais aussi de le recontextualiser et de l'interroger. Et en fait, j'ai l'impression que la démarche de dire on peut interroger un texte, et on peut avoir un esprit critique dessus, comme sur les expositions de Gauguin ou de Picasso, on peut demander à ce que, effectivement, on retrace un peu l'historique, le contexte des rapports hommes-femmes à l'époque, etc. Que ça est devenu insupportable. Mais c'est très clairement un terme qui sert à une partie de la fachosphère pour discréditer la parole en face, quoi. C'est même plus possible d'ouvrir la bouche parce que, voilà, si on interroge un sujet, ça veut dire qu'on veut l'interdire. Mais pourtant, on a entendu des appels au boycott des films de Roman Polanski, on a entendu des voix qui demandaient ouais. C'est intéressant à ce qu'on n'ait plus accès à certaines de ces œuvres. Ou non, alors ça jamais. Jamais. Il peut y avoir un boycott, mais comme on fait avec des marques, des gens peuvent se dire, moi, à titre personnel, je ne vais pas effectivement voir un film de Roman Polanski, je préfère mettre mes 10 € pour voir un film de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de pression pour que Polanski, ces films soient interdits par l'État. On n'est pas sur la censure, ça a un sens, quoi. Et donc les gens qui veulent voir des films de Polanski, ils ont toujours pu, il n'y avait aucun problème. Il peut financer ses films sans aucun souci non plus. Donc c'est là où il y a quelque chose peut-être dans les termes du débat où on parle de censure. Non, la censure, on sait ce que ça veut dire et c'est pas ça, quoi. La censure, vous le rappeliez à l'instant, Mila en a été la victime, et de bien plus. Comment est-ce que vous expliquez la violence des réactions face à ces propos? Comment est-ce que vous expliquez que Mila, peut-être en particulier d'ailleurs, ait été tellement la victime d'un tel débordement de haine? Je crois qu'il y a une confusion totale et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu publier ce livre-là sous ce titre-là. Même si ça parle de Charlie Hebdo, mais en fait c'est la même question. Il y a une confusion totale entre l'offense, puisque ce mot est devenu très à la mode, l'offense à une personne qui ne doit pas être acceptée, et l'offense aux croyances d'une personne qui là est complètement libre, parce que sinon on ne peut plus vivre en société. Et certaines personnes, faisant cette confusion, pensent que si l'on critique la religion qui est la leur, alors on les critique eux-mêmes. Donc on n'aurait pas le droit de critiquer leur religion ou leur croyance en des dogmes, quels qu'ils soient. Ce qui est une folie furieuse. Et ça provoque une violence en retour au nom d'un antiracisme mal compris. Et c'est ce que nous expliquaient d'ailleurs toutes les personnes qui étaient poursuivies. Cette différence-là, elle est essentielle. Et il faut la marteler, et il faut l'expliquer. Et probablement, je n'ai jamais réussi à trouver les mots pour l'expliquer convenablement, parce que manifestement, ça passe pas. On ne comprend pas cette différence-là. Et pourtant, elle est fondamentale. Aidez-moi si vous avez quelques mots là-dessus, parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, je vois ça aussi comme un gap générationnel. Chez les plus jeunes, effectivement, ça, ils disent que c'est hypocrite. Ils ne l'entendent pas du tout. Pour eux, critiquer une religion, c'est critiquer la croyance de... même pas la leur, un seul de leurs copains, etc. C'est qu'ils soient athées, qu'ils soient croyants, peu importe, ils sont sur la même ligne. Ça ne se fait pas assez offensant. Et moi, je me suis demandé si c'était lié à une perte de mémoire historique de quel a été le rôle des religions, notamment dans notre histoire en France, et de comment des gens se sont battus pour avoir le droit de critiquer la religion. Et ça, ils ont perdu. Voilà. Et la conséquence de ça, c'est clairement la guerre des religions. Si on considère qu'offenser une religion, on ne peut pas, donc il y a un respect, c'est à terme, c'est nécessairement, ça conduit à une logique d'affrontement, puisque vous ne pouvez plus critiquer rien du tout, puisque donc on ne se parle plus, puisque toute micro-critique est une agression et donc déclenche une agression en retour. Mais je pense qu'effectivement, on a la mémoire courte. La laïcité, c'est précisément fait pour en finir avec les guerres de religion. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, les exemples de cancel culture qui me viennent à l'esprit, ils sont américains, ils sont canadiens, on brûle les livres, ils sont américains. Alors là, il y en a vraiment beaucoup, 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 des œuvres d'art à foison, en particulier
de peintres de gauche, voire de gauche radicale, mais qui ne sont pas assez radicaux. Et de livres également. En France, j'ai moins d'exemples qui me viennent en tête. Ce que vous donnez d'interprétation, alors là, interroger une œuvre, interroger, contextualiser, c'est irréprochable, évidemment. Ceci étant dit, en France, on voit aussi, je ne sais pas s'il faut appeler ça la cancel culture, parce que vraiment, je n'arrive pas à définir ce terme-là, mais on voit quand même un raidissement dans les universités, par exemple, où on refuse que tel ou tel vienne intervenir. Quand on refuse à Sylviane Agacinski, dont je ne partage pas du tout les thèses, d'intervenir à l'université parce qu'elle est anti-PMA ou GPA, elle a le droit de s'exprimer. Quand on refuse à Caroline Fourest, à Mohamed Sifawi d'intervenir dans une université qui sont des lieux de débat par excellence, on demande à personne d'être d'accord avec eux. Là, ça pose problème. Alors, je ne sais pas si c'est de la cancel culture ou pas, mais il y a aussi des raidissements dans notre société. Et alors, sur Internet, oui, là, je vois mieux à quoi ça correspond avec des mouvements qui cherchent à nuire et à éliminer une personne, en particulier professionnellement, parce qu'elle soutient telle ou telle position. Ces raidissements dont on parlait à l'instant, ça me faisait penser d'ailleurs que l'un des premiers exemples de cancel culture, c'était une pièce qui se jouait dans une université où les acteurs étaient grimés de noir et où certains étudiants et certaines étudiantes ont voulu, les suppliantes, ont voulu empêcher la pièce de se dérouler. Ce sont des exemples peut-être microscopiques eu égard au débat plus large, mais ce raidissement dont parle Maître Malka à l'instant, vous le sentez dans certains courants militants, dans certaines postures. Vous disiez à l'instant, c'est générationnel, c'est-à-dire qu'il faut la radicalité désormais est forcément chez les jeunes, ou plutôt les jeunes sont forcément radicaux? Alors je ne sais pas si c'est une question de radicalité, je pense que c'est un rapport à l'individu qui n'est pas le même. C'est l'individu est sacré et effectivement tout ce qui peut offenser l'individu devient quelque chose d'interdit. Je pense que c'est plus dans cette logique-là. Et je porte même pas un jugement de valeur d'ailleurs dessus. Je constate qu'effectivement c'est une autre manière de penser. Sur le raidissement, alors moi ce qui me fait peur comme raidissement, c'est le raidissement de l'extrême droite. Hein. Et c'est un peu ça qui me dérange aussi dans ces débats-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les féministes, les antiracistes sont en train de confisquer la parole ou sont dangereux. En vrai, ce pas les gens qu'on entend le plus. Et c'est surtout pour moi le danger, il vient clairement, que ce soit sur Internet ou en vrai. Là récemment, il y a quand même Papacito, youtubeur d'extrême droite, qui menace des journalistes. C'est extrêmement grave. Et c'est là, le raidissement, je le vois, mais je le vois plutôt de ce côté-là. Il va d'ailleurs sortir un livre qui est programmatique aussi. On va y venir justement sur ce danger-là, mais je voudrais qu'on reste sur la question de l'offense, qui est centrale dans ce que vous dites. Vous nous disiez à l'instant, on peut pas, ou on n'aurait pas trop le droit d'offenser les individus, mais on peut offenser les institutions. On n'a pas le droit d'offenser quelqu'un. On ne peut pas se dire après tout que si on a le droit d'être offensé, la réciproque, c'est qu'on a le droit d'offenser quelqu'un. Non, mais il y a des lois. En fait, il faut s'en référer aux lois. Les lois répriment l'injure, la menace de mort, le propos homophobe, le propos sexiste, le propos raciste. Si je dis à quelqu'un tu es un sale chrétien, musulman, juif, je n'ai pas le droit. Ça, c'est une offense répréhensible. Mais si je dis ce à quoi tu crois, c'est-à-dire quelque chose que personne n'a jamais vérifié, ton Dieu, moi, j'y crois pas. Donc, comment voulez-vous que j'éprouve? Si je crois au Dieu grenouille, vous n'allez pas respecter le Dieu grenouille parce que j'y crois. Donc, vous aurez le droit de me dire ta religion, elle est con. Je prends un cas qui a déjà été jugé. Oui. Et il y avait eu le dieu des pâtes. Le pastafarisme. Le pastafarisme, mais qui est génial. Oui, donc, voilà, où les gens, on le traite par l'absurde. Ou alors, il faudrait que vous respectiez, moi, mon droit d'emmerder Dieu. Mais donc, comment on fait? Puisque moi, je devrais respecter je devrais rien dire, tout en disant que j'ai le droit d'emmerder Dieu, je devrais rien dire de votre Dieu. Donc on devient fou, quoi. Après, ça dépend aussi dans quel cadre on débat. Enfin, moi, je sais que je ne vais pas appliquer les mêmes règles dans le cadre privé ou, alors attention, j'ai lu des bouquins de communication non violente. C'est absolument incroyable. Et je pense que le premier truc, c'est que les gens en ce moment souffrent tellement, mais vraiment dans la colère, la peur, la souffrance, qu'il y a un besoin d'abord d'exprimer ça et qu'une fois que cette émotion-là, elle est tombée,
on peut commencer à discuter. Mais que du coup, commencer par, effectivement, leur adresser ce qu'ils vont prendre comme une offense alors qu'ils sont déjà tellement à cran dans le contexte actuel, c'est pas la meilleure manière d'amener une discussion. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une base de débat hyper biaisée? Si la base du débat désormais, qui est permis ou pas permis, c'est-à-dire ce qui va définir le fait qu'on accepte de parler ou d'écouter quelqu'un, c'est l'offense qu'il ou elle pourrait nous faire. Est-ce que si on reste sur cette échelle individuelle, on n'est pas à une échelle tellement subjective qu'à la fin, plus personne parlera à personne? Parce que c'est le danger. C'est-à-dire que si à la fin, vraiment, ce qui compte, c'est mon ressenti, qui est un terme qui revient aussi beaucoup, à un moment, le ressenti, il est peut-être un peu trop abstrait. Alors peut-être que moi, vraiment, le pastafarisme, ça me tient à cœur. Ouais. Je pense qu'on est à un moment très, très particulier. Que vraiment, enfin, alors, moi, c'est plutôt Internet, mon terrain d'exploration. Internet, il y a 10 ans, Internet, maintenant, c'est quand même très différent. Et là, vraiment, tout est complètement à cran. Donc, il y a des... je fais plus attention à la manière dont je vais formuler les choses maintenant parce que effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance ou que mon propos peut prêter à confusion et que l'ambiance actuelle me dit eh ben, faisons attention. Et c'est pas très grave de faire attention, de ne pas blesser les gens. Ouais, je vais faire plus attention. Si, ça peut être grave. De ne pas blesser les gens? Ben oui. De ne pas blesser les gens au travers de leurs croyances, blesser. ça veut dire s'auto-censurer. Ça veut dire se priver de sa Ça veut dire de bien choisir ses mots et de faire attention. Et ben moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, du moment qu'on peut avoir un échange respectueux, qu'on peut se dire les choses. Oui, mais la critique ne connaît pas le respect. C'est Renan. Oui, mais qui on critique? Moi, je vais critiquer plutôt les gens qui ont le pouvoir. Oui, ça, je prendrais moins de pincettes si je parle effectivement... Je vais prendre moins de pincettes si je parle d'un homme politique. Oui, mais ça, c'est la facilité, parce qu'on sait que les hommes politiques, de toute façon, on peut tout dire, qu'il n'y aura jamais aucune réaction, que c'est accepté. Non, c'est des rapports de pouvoir. C'est plus compliqué de critiquer les religions, par exemple. Oui, non, je ne parlais pas par rapport au concept, je parlais par rapport à la position sociale des gens. Mais je vais faire plus attention, effectivement, à parler à quelqu'un qui peut se sentir socialement dévalorisé qu'à un homme politique qui est de toute façon en situation de pouvoir. Mais au-delà de la manière dont on parle, on a l'impression également que désormais, il y a dans le débat public la possibilité de choisir à qui on va parler. C'est-à-dire de catégoriser son adversaire comme légitime ou illégitime d'entrée. J'ai en tête un entretien de Geoffroy de la Gannerie fait ici, dans la matinale de France Inter, où il expliquait que désormais, il ne débattrait plus avec ce qu'il nomme la réaction, c'est-à-dire en fait la droite. Ce qui peut peut-être se comprendre, peut-être par fatigue, peut-être que parce qu'il trouve ça stérile, mais il ajoutait dans la même foulée, ce qui compte désormais, c'est la pureté. Il a ce terme très, très, très marquant, oui, en tout cas très, très choquant. Il dit désormais, ce qu'il faut prendre en compte dans la posture des gens, c'est la pureté de leurs intentions. Est-ce que si la pureté de l'autre est ce qui le légitime à mes yeux, oui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est quoi la base du progressisme sur la base de la pureté? Non, mais qu'est-ce qu'on appelle un débat? Après, moi, je suis très concrète, je suis très terre à terre. Faire un débat à la télé avec Éric Zemmour, c'est aussi le légitimer et dire oui, ça peut être intéressant et on peut avoir une discussion tous les deux. Moi, c'est quelque chose où, voilà, à titre personnel, on ne me le proposerait pas, mais ça serait non, je refuserais d'aller dans ce sens de légitimation. Et il y a aussi la question de débattre je pense qu'on peut parler de tout. Mais les débats auxquels on assiste de plus en plus, qui sont 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs, ça me pose un vrai problème, quoi. On peut pas, non, je suis pas d'accord sur on peut débattre de tout et faire des sondages sur tout. Je vois des sondages passer sur l'IVG, moi ça me pose un problème. On peut parler de l'IVG, on peut effectivement expliquer. Et c'est lié à autre chose, ce qui est quand même le règne de l'opinion. C'est-à-dire qu'on est un peu dans un truc, oui, mais moi je pense pas pareil, j'ai mon opinion. Et en tant que féministe, une difficulté que j'ai, c'est d'expliquer, le féminisme, c'est pas une opinion, ça peut être un engagement, un ensemble de convictions politiques, c'est aussi une expertise. C'est-à-dire, c'est un ensemble de concepts intellectuels, de travaux d'universitaires, de données chiffrées, etc. Et donc, quand je parle d'égalité femmes-hommes, avec quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là, nos opinions ne se valent pas. Il a une opinion, j'ai une expertise, c'est pas pareil. Et ce truc de sondage et de toutes les opinions se valent et il n'y a plus d'expertise, et je trouve que ça floute absolument tout. Et ça rend effectivement le débat extraordinairement compliqué.
Il a fait oui de la tête. Alors non, j'ai fait oui sur la seconde partie, mais alors, je suis en contradiction sur la première. Oui, vous avez complètement raison de dire cela, et c'est important. Tout ne se vaut pas. Il y a des gens qui ont travaillé. Effectivement, ce sont des experts, et d'autres non. Mais Il ne suffit pas d'avoir écrit 3 livres d'histoire pour se prétendre historien, par exemple. non plus. Mm. Mais aujourd'hui, tout le monde s'improvise journaliste ou féministe ou avocat ou tout ce que vous voulez. C'est pas possible. Après, on ne peut plus parler parce qu'en fait, Il n'y a pas de base commune, il n'y a plus de faits. Donc, bien sûr. Par contre, sur le débat, et vous évoquiez, ça m'arrive rarement de dire du bien de Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, pour une fois, ça sera le cas. Hein. Moi, je n'ai pas compris qu'on lui reproche ce débat avec Éric Zemmour. Que faire d'autre que de débattre, de démonter les faits? Ça ne m'intéresse pas, que ça ne lui fera pas perdre une voix qu'on le traite de fasciste du matin au soir. On a déjà fait ça avec Marine Le Pen, avec son père. Ça ne sert à rien. On se fait plaisir à soi-même. Il faut débattre. Il faut dire que ces chiffres sont faux. Il faut dire pourquoi ces solutions sont complètement déraisonnables. Je veux du débat. Alors, je sais que j'ai compris que j'avais une culture du débat complètement minoritaire. Parce que nous, avocats, nous parlons avec le diable. En permanence. Je parle dans une salle d'audience avec Dieudonné quand je le poursuis, avec Alain Soral, avec des terroristes qui ont tué, y compris qui ont été complices des assassins de mes amis de Charlie Hebdo. Je leur parle, c'est codifié et même ça se passe bien. Mes confrères ont parlé avec Papon, avec Touvier, avec les pires monstres. Renoncer à ce dialogue-là, je ne peux pas, et renoncer à l'espoir de peut-être faire germer quelques graines et les convaincre de quelque chose, c'est renoncer à l'idée qu'il y a encore une part d'humanité en eux. Je ne peux pas. Et par ailleurs, c'est refuser de voir le mal, c'est le bannir, c'est le mettre de côté. Et c'est la pureté, justement. Et ça, c'est le meilleur moyen de finir dans le mal. Alors encore, je suis toujours très pragmatique. Dans le cadre judiciaire, c'est cadré, c'est fait pour. Effectivement, c'est très codifié. Peut y avoir une fonction restaurative, etc. C'est hyper intéressant. Dans le cadre d'un débat organisé par certaines chaînes où on sait que quand même le but, c'est l'audience. Mais le cadre du débat est en fait aussi important que le débat, quoi. Je suis d'accord, je ne suis pas naïf, il y a des arrière-pensées. Voilà, mais ce cadre-là, et de toute façon... ça les sert, quoi. Enfin, évidemment, et en plus, on parle de quelqu'un qui est quand même dans tous les médias en ce moment, partout. Voilà. Mais donc, pardonnez-moi, si on reste sur cette idée que ça les sert, ça signifie à la fin que chacun ne parle qu'au sien. C'est-à-dire que les débats faits sur certaines chaînes avec des points de vue... Il n'y a pas que l'extrême droite en France. Non, j'entends bien, mais je revenais sur votre point. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'extrême droite, mais à un moment, si on veut se mettre d'accord, ne serait-ce que politiquement, si on croit à la réalité du combat politique, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas parler par nécessité à quelqu'un qui n'est pas de son bord et donc à un moment, nécessairement, croiser le verbe avec celles et ceux qui ne seraient pas d'accord avec nous? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la visibilité médiatique qu'on va offrir à certaines personnalités. Et là, on peut regarder, est-ce que c'est quelqu'un qui, en ce moment, a déjà beaucoup de visibilité médiatique ou pas? Ça fait partie des critères, à mon avis. Le cadre, l'endroit où aura lieu le débat, animé par qui, etc. Enfin, dans quelles intentions compte aussi. Parce que là, c'est un peu abstrait comme discours. Et après, moi, je peux discuter avec des gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. C'est ce que je disais, il n'y a pas que l'extrême droite. L'échiquier politique est quand même beaucoup plus vaste. Donc voilà, il faut toujours revenir à exactement qui, dans quelles circonstances, pourquoi, pour débattre et pour débattre de quoi. Et ça, c'est quand même important aussi. Vous le disiez à l'instant, ce qui vous effraie le plus, enfin ce qui vous semble le plus marquant, c'est le regain d'une extrême droite et d'une extrême droite de plus en plus extrême. Est-ce que ces débats tels que nous les avons là sur qui peut parler, à quel moment, sur quel sujet, au nom de quelle légitimité, est-ce que ce n'est pas parfois un processus uniquement interne à ceux qui se définiraient comme progressistes ou ceux qui se définiraient comme de gauche, et ce faisant, en se posant la question permanente de la pureté, de la légitimité, au fond, une certaine forme complémentaire ou non d'intersectionnalité, politiquement, il se trouve un espace beaucoup plus cohérent qui est en face et qui dit, mais en fait, nous, on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce que ce processus-là n'est pas parfois une forme, au fond, d'auto-limitation ?
La pluralité des opinions. Non, pas Alors, la pluralité. oui, on peut non, voir ne déformez ça, pas mes propos. mais- Pas la pluralité des opinions, mais le fait de se constamment de se questionner sur en permanence la légitimité Mais de j'ai pas ceux et l'impression celles qu'on qui fait ça. Enfin, moi, dans mes pratiques militantes et dans mes milieux féministes, on fait pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout à l'ordre du jour de constamment se demander qui a le droit de parler, pour qui, pourquoi, etc. Je peux prendre un exemple dans ce cas-là qui rejoint Maître Malka. Sur l'affaire Mila, par exemple, il y a eu des débats très vifs parmi les féministes, justement, sur le soutien plus ou moins fort qu'il fallait accorder à Mila. Je ne nie pas la légitimité de ces débats en absolument rien. Je dis juste que le fait de les avoir en permanence, est-ce que ça n'affaiblit pas à un moment la position qui pourrait être un peu plus forte si elle était parfois un tout petit peu plus soumise à une forme, je ne sais pas comment dire, de synthèse, de cette capacité à se mettre parfois d'accord entre des gens qui ne pensent pas exactement la même chose. Alors, je sais pas. Moi, j'y vois, du coup, pour le coup, une restriction du débat. Mais après, je ne saurais pas quoi répondre. En fait, Je ne sais pas si ma question fait complètement sens, hein, pour aller dans Non, votre sens. Je vais peut-être simplifier. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Non, parce qu'il est un peu tard, donc allez-y. Effectivement, moi, je vous le dis, comme avocat, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais de manière un peu naïve, comment on pouvait être féministe et comment ne pas défendre une jeune fille de 16 ans et demi qui se fait traiter par des milliers de messages de sale pute, de sale lesbienne, de sale gouine qu'on va découper en morceaux. J'avoue que je vois Mais pas là, j'ai comment. l'impression que dans la question, il y avait l'idée que le camp d'en face, l'extrême droite, eux, présentent Un front uni. Ah bah oui, ça, effectivement. Mais Bah c'est oui, bien pour ça qu'ils sont inquiétants. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réaction unitaire à avoir en face ? Non, je pense que la richesse de en face, c'est justement d'accepter qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a des opinions très diverses. Pas et que d'accord voilà. sur ça. Non, en général, Non, il dit pas du tout par rapport à Mila. Non, c'est par rapport à l'idée de avoir un front unitaire, effectivement, d'extrême droite. Et encore, ils s'engueulent entre eux aussi. Et sur la question précisément, alors on ne va pas refaire ici tout le débat, mais sur cette question, effectivement, complexe, on a là un cas très, très marquant d'une jeune femme qui est poursuivie, harcelée pour avoir exprimé ses opinions. Il se trouve en plus que cette jeune fille fait partie d'une minorité sexuelle, qu'on le lui reproche. Comment est-ce que vous avez compris le débat interne au féminisme courant auquel vous appartenez ? Moi, j'ai compris les deux positions. Après, mais ça a été très mal compris et très mal répercuté. Je pense qu'il y a un accord quand même pour dire que de toute façon, le cyberharcèlement, c'est grave. Moi, j'ai énormément écrit dessus. Justement, les milieux féministes en ont été. Et Mila, si elle attaquait, c'est d'abord aussi, c'est une femme. Et c'est quand même le premier truc. Et en plus, elle est jeune. Et en plus, elle est lesbienne. Et enfin, elle cumule un ensemble de choses. Donc voilà, donc ça, je pense que il n'y a pas l'idée dans certains courants féministes que c'est pas grave d'être cyberharcelé. C'est pas vrai. Ça, j'aimerais le défaire. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça, c'est pas vrai. Mais il faut aller au fond des choses. Effectivement, je dis pas ça, mais il faut aller au fond des choses. Il y a un courant féministe qui a été gêné parce que les agresseurs faisaient partie, selon ces personnes, de la communauté musulmane et qu'au nom de l'intersectionnalité des luttes, ça, il ne faut pas le dénoncer. Alors non, je pense que ce qui les gênait, c'était une partie des gens qui soutenaient Mila et comment ça a pu être aussi récupéré. Ce n'est pas les gens qui ont attaqué Mila. En plus, la majorité n'était pas de croyance musulmane, donc ce n'était pas cette question-là. Alors, pas dans les prévenus qu'on a... Non, pas dans les prévenus, voilà. Mais enfin, dans les commentaires... Donc je ne crois pas que ce soit ça du tout. Je pense que c'est plutôt l'affichage des soutiens. Alors pardonnez-moi, j'ai une dernière question. Pourquoi pardonnez-moi parce que je vais devoir rendre l'antenne et j'aurais adoré recevoir Mila. Je comprends évidemment tout à fait que celui soit très difficile. Je voudrais donc recentrer un tout petit peu le débat par une dernière question. Est-ce qu'on va réussir à se reparler un jour ? Regardez comment on se parle, nous. Oui, non, mais c'est très encourageant. encourageant. Et ne pas être d'accord. Et en fait, il y a un truc qui est, en ce moment, c'est très difficile à faire entendre aux gens, mais on peut ne pas être d'accord et c'est pas forcément grave. Quoi. Et voire même, on s'enrichit comme ça. Et ça, c'est difficile dès que les gens sont pas. Ah, mais en fait, on n'est pas d'accord et on a l'impression qu'un fossé vient de se creuser. Mais non,
C'est pas, voilà, on peut avoir des désaccords et Ouais, avancer quand même. c'est la vie, heureusement. Moi, je préfère parler avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord. J'en tire toujours quelque chose. D'abord, je les comprends et ensuite, ça peut enrichir mon raisonnement. Ben, c'est ça le débat. On dialogue avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord sur tout. Effectivement, c'est essentiel de faire passer ce message parce qu'il y a une crise du dialogue. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que nous allons terminer ce panel. Au fond, engueulez-vous les uns les autres. Oui. Peut-être que c'est ça le message. En tout cas, parfois, c'est utile. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi toute cette journée de Médias en scène. Madame Lecoq, Maître Malka, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à une prochaine édition de Médias en scène.